Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer notre journée d'études. Donc, je me présente, Marie-Abeille de Maupoux. Je fais partie du pôle médiation de cette journée d'études avec Nelly Arbus, Juliette Faron, Margot Lalis et Héloïne Elper-Dinger. Nous représentons l'ensemble du Master 2 de médiation du patrimoine et de l'exposition de la Sorbonne Nouvelle. Tout d'abord, un grand merci de participer à cette journée d'études. Cette journée d'études est le résultat du travail de l'ensemble de notre promotion, qui s'est donné beaucoup de mal pour que cette journée puisse se faire malgré tout ce qui se passe en ce moment. Cette journée d'études est vraiment un accomplissement pour nous et elle termine nos 2 ans de master. Donc, nous sommes particulièrement fiers de vous présenter aujourd'hui la journée d'études Musée à vos marques. Nous remercions le Musée des Arts Décoratifs de Paris pour son soutien dans la conception de notre journée d'études. Un grand merci aux intervenants qui ont accepté de participer à la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui sur ce phénomène muséal de l'exposition de marques. La journée d'études commencera avec une première intervention qui pose la question d'une marque. L'exposition d'une marque est-elle avant tout un enjeu de mise en scène? La deuxième intervention questionne la réception par le public d'un discours de médiation porté vers la marque. Et enfin, la dernière intervention porte sur l'éthique et le consumérisme. Dans une époque où les institutions muséales se transforment de plus en plus en des lieux de consommation, peut-on allier bénéfices et déontologie? Tout le long de la journée, un chat est mis à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions et le pôle médiation se chargera de les transmettre aux intervenants. Je passe maintenant la parole à Monsieur François Mérès, qui a accepté d'introduire notre journée d'études. Donc, Monsieur Mérès, vous avez été directeur du musée royal de Marimont de 2002 à 2010. Aujourd'hui, vous êtes directeur du master musée et nouveaux médias à la Sorbonne Nouvelle. Vos principales recherches et publications portent sur la muséologie et la direction des institutions muséales. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup pour effectivement me permettre d'évoquer en quelques mots la thématique de cette journée particulièrement intéressante. Alors j'avais préparé un PowerPoint que je vais essayer de proposer. Voilà. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Alors effectivement, la question des marques est particulièrement importante en ce sens que elle conditionne actuellement une grande partie du travail d'un certain nombre de musées, certainement pas tous, et globalement, effectivement, ceux qui peuvent se prévaloir, on pourrait dire, d'avoir une logique de marque, c'est-à-dire les plus grands établissements, ceux qu'on peut appeler les musées superstars. Cette logique, elle n'est pas conditionnée uniquement par la notion de commerce. D'une certaine manière, elle se fonde sur la réputation. Et cette logique de réputation, cette logique d'association d'un certain nombre d'éléments dont on pourrait dire qu'ils participent de l'imaginaire d'un objet, d'une activité, mais aussi d'une personne, on la retrouve sans doute depuis les premiers âges. 2 éléments ont surgi dans ma mémoire en préparant cette petite intervention. Le premier concerne une visite à Dublin. Si vous visitez Dublin, vous verrez un certain nombre de magasins du type de celui que vous voyez sur votre écran et qui évoque un certain nombre, justement, qui présente un certain nombre d'objets concernant les noms de famille. La notion même de nom de famille est importante et effectivement, elle participe de ce qu'on peut intituler un patrimoine immatériel pour les grands noms. Cette logique, effectivement, de grands noms, on la retrouve associée, et ça me ramène au deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, notamment dans la grande bourgeoisie, bien entendu aussi. Monsieur Mérès, excusez-moi de vous couper, on ne voit pas votre diaporama défiler. Je pense que quand alors, vous ah oui, diaporama, d'accord. Ouais, je pense qu'il faut que vous sortiez du mode plein écran en fait et D'accord, alors c'est ce que vous je les vais faire. passiez voilà, manuellement. Alors,
Voilà, excusez-moi de vous avoir coupé, je vous laisse Alors, continuer. est-ce que vous le voyez mieux comme ça? Oui, c'est parfait, merci. Parfait, bien, je vais rester comme ça alors effectivement. Donc globalement, comme je le disais, cette notion, on la retrouve bien sûr associée dans les grandes familles de la noblesse, mais à partir de la révolution industrielle, on la retrouve aussi par exemple dans les grandes familles de la grande bourgeoisie. Le musée que j'ai été conduit à diriger, le musée de Marimont, est l'œuvre d'un grand mécène, Raoul Warroquet, qui a légué l'ensemble de sa collection et son château à l'État belge. Ce qu'il est intéressant de voir, effectivement, c'est que durant toute son éducation, sa mère n'arrêtait pas de lui seriner en quelque sorte qu'il ne correspondait pas à la lignée du nom. Et très clairement, effectivement, dès qu'il y avait un certain nombre je dirais, de dissension de la part de l'activité de Raoul Roquet, qui était un élève médiocre et turbulent, et qui a fait des études assez limitées, elle évoquait effectivement le nom des Warroquets en disant « tu n'as pas le nom », etc. Cette logique, on la retrouve effectivement donc dans ce patrimoine, et c'est un des points intéressants évidemment, à savoir que lorsqu'on parle de marque, d'une certaine manière, c'est cette logique-là. Et lorsqu'on parle de marque, que ce soit par exemple dans un événement mondain, accueillir avec soi un certain nombre de personnes, c'est aussi accueillir un certain nombre de marques. Dans un événement mondain, accueillir la duchesse de Guermantes ou d'autres, évidemment, c'est effectivement cette appréciation qui, d'une certaine manière, nous retrouve dans la même dynamique que celle qu'on va voir avec les marques commerciales. Alors ces marques commerciales, finalement, elles aussi, on les retrouve de manière extrêmement ancienne. Dans l'Antiquité, il y a déjà un certain nombre de sceaux, de marques qui sont apposés par exemple sur des amphores, pour évoquer et pour certifier, pourrait-on dire, la qualité des projets qui vont, des objets, du contenu qui est lié au contenant. Et donc, bien entendu, cette notion de marque, cette notion d'association, un certain nombre d'éléments qui constituent, pourrait-on dire, des garanties pour le consommateur, on va la retrouver décuplée à partir de la révolution industrielle. Où très clairement, durant toute cette époque, ce qu'on retrouve par exemple durant les présentations des expositions universelles avec les concours, etc., une marque célèbre, c'est une marque qui a notamment un certain nombre de labels de qualité, etc., qui a eu des médailles d'or dans telle ou telle exposition et autres. Mais c'est aussi, je dirais, avec tout cet imaginaire, on se rend bien compte, les marchands et les industriels se rendent bien compte, bien entendu, qu'il y a là quelque chose qui doit être mesuré, exploité, etc. Néanmoins, ces différents éléments sont plutôt jugés ou évalués de manière relativement implicite et intuitive. Il faudra attendre les années 1960, on pourrait dire, et le développement véritablement de ce qu'on pourrait intituler plus tard les sciences de la gestion, du management, du marketing, et donc globalement on pourrait dire l'âge d'or de Coca-Cola, des grandes firmes commerciales, pour qu'on commence de manière beaucoup plus systématique à réfléchir sur le nom, la marque et potentiellement tout l'imaginaire qu'il peut développer. Ce qu'on va retrouver bien sûr à travers Coca-Cola. Alors j'ai choisi l'affiche parce qu'on parle de real thing, et tous ceux qui évidemment ont travaillé en matière de muséologie savent que le terme a une connotation spécifique évidemment dans le monde des musées. La vraie chose, la chose authentique, c'est en quelque sorte le label Coca qui le présuppose. Et c'est évidemment toute cette logique qu'on va retrouver aussi, par exemple, chez les grands cigarettiers, Marlboro, Camel, etc., à travers tous les messages publicitaires qui vont conditionner, pourrait-on dire, travailler sur le nom de la marque bien plus que sur le produit. Cette logique, bien entendu, pendant très longtemps, et notamment dans les années 60, elle est totalement étrangère au monde des musées, qui très clairement, sinon par je dirais, cette idée très ancienne du prestige qu'on retrouvait dans les grandes familles, ne partage absolument rien avec le monde du commerce, que la plupart d'entre eux exècrent très largement, y compris d'ailleurs aux États-Unis, où la relation entre le commerce et le monde des musées est relativement limitée. Bien entendu, cette logique-là va totalement se transformer à partir des années 80, dans le sillage, on pourrait dire, de la révolution politique qui s'amorce et de ce qu'on intitulera plus tard l'ultralibéralisme, ou le néolibéralisme, pardon, le développement évidemment
d'une incursion du musée forcée d'aller se financer très partiellement ou très largement auprès du marché, donc le développement bien sûr de sa relation avec les visiteurs, mais aussi avec le monde du commerce, et donc un certain nombre bien sûr aussi de responsables qui vont progressivement être engagés dans les musées pour développer cette logique en matière de gestion, de marketing, de management, etc. Deux éléments pour évoquer ces changements qui n'apparaissent que très progressivement, bien entendu. Le premier, je voudrais l'évoquer à partir de on pourrait dire que c'est la fin des années 90, dans lesquelles les Américains Pine et Gilmore publient un ouvrage important, The Experience Economy, qui évoque effectivement le principe que l'économie ne fonctionne plus du tout sur la qualité d'un produit, sur ses caractéristiques communes, on pourrait dire la robustesse des matériaux, etc., mais plutôt sur la richesse d'une expérience. Et donc, par exemple, prendre un café dans un Starbucks, ça n'est pas simplement goûter son café que d'aucuns considèrent comme potentiellement assez médiocre et à un goût relativement aigre, mais néanmoins, en revanche, bénéficier au contraire d'une expérience particulière où vous faites appeler par votre prénom, etc., mais aussi dans le confort des grands sièges, etc., etc. Et c'est cette logique qu'on va retrouver de manière très, très importante dans tout un grand nombre, évidemment, de produits, mais qu'on va aussi retrouver appliqués en quelque sorte au niveau des musées. Un certain nombre de penseurs, de muséologues, considèrent effectivement que les musées ont tout à gagner en s'insérant dans cette idée de ce qu'ils proposent, c'est-à-dire non pas simplement un produit, mais véritablement une expérience. Cette logique, en quelque sorte, elle nous amène à comprendre que ce qui est en vente, entre guillemets, ce qui est dans la relation d'échange tarifé ou non tarifé, hein, entre le visiteur et le musée, c'est bien plus une expérience globale et potentiellement très largement immatérielle, reposant, on pourrait dire, sur de l'appréciation liée à de l'imaginaire, que sur des caractéristiques très objectives. C'est cette logique qu'on va observer à partir effectivement d'un rapport publié en 2006 par Jouyet et Lévy dans l'économie de l'immatériel. Rapport important, d'une part parce que il évoque effectivement la question d'une autre manière de penser l'économie à travers effectivement une notion qui ne soit plus justement fondée sur les produits ni les services, mais effectivement quelque chose de différent qui est justement beaucoup plus immatériel et qui se fonde sur des savoir-faire, des brevets, des logiciels, c'est toute la logique du copyright évidemment, des produits qui sont en fait les plus avec la valeur ajoutée la plus haute et qui reposent effectivement sur un élément totalement immatériel. C'est cette logique-là, cette valeur ajoutée-là qui apparaît dans le rapport comme étant celle de demain, qu'on va retrouver, et notamment, bien sûr, à travers les marques. Et le rapport a pour objectif de parler de la valorisation et de la nécessité de valoriser les marques françaises, et essentiellement les marques publiques françaises, y compris donc, par exemple, la marque France, disent les auteurs, mais aussi un certain nombre de marques liées à des institutions prestigieuses. Les auteurs mentionnent notamment, bien sûr, le partenariat, ou plutôt la logique du partenariat développé par le Guggenheim depuis un certain nombre d'années à l'époque, mais aussi, bien sûr, celle du Louvre d'Abu Dhabi, et font, assez curieusement, c'est aussi pour ça qu'on retiendra d'ailleurs ce rapport, une incursion sur la vente des collections. Mais là n'est pas notre objectif. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que effectivement, ce rapport va donner lieu à une mission d'appui au patrimoine immatériel de l'État qui aura pour objectif notamment d'appuyer un certain nombre de ministères, d'organisations, d'institutions à développer leur marque, à réfléchir sur d'autres manières de monétiser en quelque sorte ce qui est immatériel, y compris donc un certain nombre de musées. Alors vous voyez sur le site du ministère de l'économie et des finances et donc de cette mission, vous pouvez trouver notamment le musée d'Orsay, mais d'autres musées nationaux, je pense notamment au musée Guimet ou d'autres, ont effectivement fait appel au service pour chercher à valoriser cette logique de la marque. Dernier élément sur lequel effectivement je voudrais
insister, bien sûr, c'est celui qu'on pourrait partiellement intituler comme le vaisseau amiral, évidemment, des musées de France, à savoir le Louvre, qui a été, je le signalais donc, mentionné dans ce rapport sur l'économie de l'immatériel, et dont, bien entendu, on se rend compte à quel point il est actuellement très largement lié à une certaine relation aux marques de plus en plus importante. À cette époque, bien sûr, ce qu'on peut observer, c'est que il y a une association du Louvre avec la création d'un musée en région pour créer le Louvre-Lens, qui repose sur une logique de marque, mais qui repose sur une logique de marque en quelque sorte où le Louvre utilise sa notoriété pour développer une fréquentation et donc la logique effectivement d'un autre établissement pour une meilleure accessibilité en région, un développement de la région, etc. Donc une logique qui en quelque sorte apparaît comme très proactive de la part du Louvre, bien entendu aidée par les gouvernements et les pouvoirs publics, mais très clairement qui apparaît très très différemment de celle qui va être très largement bien sûr discutée dans un premier temps et continue de l'être sans doute aussi, qui est le partenariat entre le Louvre et Abu Dhabi pour la création d'un musée, moyennant bien entendu à ce moment-là la valorisation de la marque et de manière extrêmement importante, puisque vous savez qu'on a parlé à ce moment-là d'une somme d'1 milliard d'euros qui très clairement apparaissait totalement différemment, bien sûr, de la logique qui prévalait pour l'établissement du Louvre-Lens, qui s'est fondé sur une toute autre logique qui n'était pas du tout mercantile. Cette logique-là, on pourrait dire, elle n'initie pas, elle n'inaugure pas évidemment la relation que le Louvre a avec les marques, mais très clairement, elle le consolide et en même temps, elle fait jouer au Louvre un rôle assez fondateur et pionnier, qui va amener le Louvre à sans doute se présenter comme un champion de cette relation aux marques que nous évoquons durant cette journée. À tous les niveaux, j'ai déjà évoqué ces deux éléments qui en quelque sorte apparaissent comme très très différents l'un de l'autre. Très clairement, le Louvre fait aussi appel à des marques, pourrait-on dire. Alors on peut penser à Airbnb, mais on peut penser aussi à ce qu'on pourrait intituler des marques, puisque très clairement, la logique du star system, l'économie du star system, pour reprendre la formule et le contenu d'un des ouvrages de Françoise Benamou, utilise en quelque sorte cette logique, la star, comme un produit dont la notoriété peut être délivrée au bénéfice d'une autre institution. Alors là, on est dans une formule de partenariat, en quelque sorte, où les deux se contribuent. C'est-à-dire, bien entendu, que la notoriété de Beyoncé et de Jay-Z vont très clairement être utilisées au profit du Louvre, et le Louvre, bien sûr, va utiliser sa notoriété pour, je dirais, le clip qui va être visionné un nombre absolument considérable de fois, moyennant, bien sûr, aussi des frais relativement importants par rapport au tournage du clip, etc. etc. Cette logique-là, d'une certaine manière, elle montre à quel point le Louvre s'est développé à travers toute cette logique, pourrait-on dire, de l'immatériel et cette multiplication des outils très clairement issus d'une pratique beaucoup plus régulière et beaucoup plus pensée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus analytique du marketing et de l'ensemble des outils qui ont été développés depuis une trentaine d'années pour affiner cette relation et très clairement aussi la monétiser. Alors bien entendu, le Louvre fermé, durant la pandémie, s'est posé bien sûr un grand nombre de questions concernant la monétisation et le financement de l'institution. C'est évidemment dans cette perspective que les pouvoirs publics ont joué le rôle qu'on leur connaît, à savoir abonder, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des autres États à travers le monde, et donc renflouer une partie des caisses effectivement des grands établissements notamment. Mais le Louvre, dans la recherche évidemment de financement, a aussi poursuivi de manière cette fois-ci assez agressive une campagne de partenariat et de relations avec des marques extrêmement fortes, dont bien sûr la dernière en date avec Uniqlo a fait parler, a été très très largement médiatisée, de même que celle de Swatch, mais qui très clairement, pour ceux qui visitent et qui fréquentent la boutique du Louvre, ils auront pu observer en l'espace de 2-3 années combien effectivement les relations s'étaient développées, y compris des relations notamment à l'étranger avec Alibaba,
très, très largement critiqué par un certain nombre de responsables. Alors je pense à Jean-Michel Tobelem, à Didier Rickner ou d'autres, considérant effectivement que les choix du Louvre en matière de partenariat ne sont pas toujours peut-être les plus évidents, puisque très clairement, dès qu'on est dans une abondance de relations, il y a aussi des questions de sélection, de liens, de qualité par rapport aux produits, Alibaba étant analyser en tout état de cause, et les différents produits vendus par le site, bien entendu, puisque c'est une plateforme, comme une relation entre guillemets cheap, pour reprendre les termes de l'un des auteurs évoqués plus haut. Donc, pour terminer, ce qui me semble important, c'est évidemment de comprendre cette relation de la marque à partir de toute une série de possibilités. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une relation entre le musée et notamment le pays, c'est dans le cadre par exemple du plan ou du rapport Lévy-Jouyet, c'est cette relation à l'immatériel qui peut passer et qui très clairement, le Louvre participe à la renommée de la France à travers, etc. On est dans une logique qui en quelque sorte utilise la marque Louvre, pourrait-on dire, le nom du Louvre, bien entendu, pour faire venir des touristes, etc. etc. Le musée peut lui aussi faire bénéficier un certain nombre d'autres établissements, c'est le cas du partenariat ou de la création du Louvre-Lens, bien sûr, pour profiter de sa notoriété, pour un développement en région à des fins plutôt effectivement sociales, de développement sociétal, etc. etc. La relation entre le mécène et le musée participe aussi de cette relation à la marque, c'est-à-dire que très clairement, ce que fait le mécène, c'est aussi acheter. Bernard Askenoff en sait quelque chose avec les relations qu'il a analysées, notamment avec AAE. C'est cette relation parfois très, très complexe que ce que cherche à acheter un mécène, c'est-à-dire évidemment une partie de la notoriété, une partie de la marque du Louvre en s'y associant. Et c'est évidemment ce principe qu'on retrouve avec tous les partenariats et les marques commerciales. C'est évidemment un élément parmi d'autres, et très clairement, actuellement, dans le cadre des tendances qui se dégagent au niveau du futur des musées, pour l'instant, la question du financement apparaît comme, d'une certaine manière, accessoire, même si elle est vitale, évidemment. Mais très clairement, les grands enjeux sont extrêmement importants, bien sûr, en lien avec la crise de la Covid, en lien avec la relation sociale qui apparaît comme extrêmement ébranlée actuellement, notamment, c'est le cas évidemment de tout le travail fait par le Centre sur le futur des musées, dans la logique du mouvement Black Lives Matter, etc. Donc c'est toute la logique, bien sûr, d'enjeux au niveau du genre, au niveau du racisme, au niveau effectivement de l'exclusion de la société, de l'exclusion sociale, et qui apparaît comme nettement prééminent par rapport à ces questionnements qui néanmoins sont extrêmement importants puisqu'ils participent bien sûr du financement des musées et donc d'une manière ou d'une autre de leur survie. C'est effectivement la question de la survie qui est potentiellement en jeu, donc de la recherche d'autres types de relations en matière de financement en lien avec potentiellement le marché, c'est évidemment ce qui est en jeu avec les marques, mais aussi potentiellement avec les pouvoirs publics, bien entendu, et très certainement aussi avec les populations, les communautés, les territoires, ce qui apparaît comme un élément tout aussi important. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et j'arrête donc de partager mon écran et je vous cède la parole.